Et c'est parti pour le débrief hebdo de ce dimanche. Alors l'inflation, bonne ou mauvaise nouvelle? Nous allons parler Fed, psychologie, short, saisonnalité, rachat d'actions. Je sais pas pourquoi je fais ça. En essayant de se projeter alors que les marchés semblent eux aussi être en vacances. Et tout de suite, oui, ne tardons pas, le chiffre le plus important de la semaine, c'était l'inflation aux États-Unis. Il est tombé. Dimanche dernier, d'ailleurs, je vous donnais mon avis, et je n'ai pas eu tout à fait raison. Mais pas tout à fait tort non plus. Le scénario est évident, c'était si on avait une très bonne surprise, donc une inflation largement en dessous de ce qu'on attendait, ou alors une très mauvaise surprise, c'est-à-dire un chiffre d'inflation largement au-dessus de ce qu'on attendait. Et on oublie généralement le scénario où c'est conforme aux attentes, en ligne avec ce qui est attendu. Et d'après moi d'ailleurs, si ce chiffre d'inflation ressort conforme aux attentes, plus 0,5% donc, j'estime que le marché pourrait se dire « Ok, l'économie américaine est super solide, ouais. Jérôme Powell a la cartouche pour aller plus loin ». Je pense donc que le marché l'interpréterait plutôt comme une future hausse des taux un peu plus importante. Donc hausse du dollar, baisse des actifs risqués. Il est donc ressorti pile à plus 0,5% comme on l'attendait. Et c'est alors que les marchés ont hésité. Ils ont finalement simplement continué dans la même dynamique dans laquelle ils étaient depuis ces derniers jours, à savoir des ranges horaires sur les indices, un range horaire sur le dollar américain, des ranges quoi. Ça nous donne un chiffre d'inflation à 6,4% sur 12 mois glissants. Il n'est pas assez bas pour reconsidérer une politique monétaire moins restrictive. Il n'est pas pire que prévu pour entraîner un effondrement généralisé des indices et un éclatement du système banquier financier mondial, de toute la sphère capitaliste qui est... Je me suis un peu emballé. On le verra tout ça plus tard en détail, mais aucune raison du coup de changer de fusil d'épaule. Sauf que, ben oui, on l'avait oublié celui-là, l'indice des prix à la production. Et il a augmenté plus rapidement que prévu, plus 0,7%. Ce qui veut dire qu'il y a une hausse des prix à la production plus importante que prévu, que cette hausse des prix à la production va être répercutée. Soit le producteur va rogner sur ses marges, soit ça va se répercuter sur les consommateurs, sur Bibi quoi, vous et moi, sur tous ceux qui consomment. Et donc, ça veut dire qu'il y aura probablement une inflation plus forte que prévu dans les prochains mois. Ce qui devrait donc être plutôt positif pour le dollar et négatif pour les actifs risqués. Vu que l'inflation résiste, le discours de la Fed reste au quiche, que on va pas baisser les taux de sitôt, que le pivot de la Fed t'oublie, que les boulons vont rester serrés un moment. Bref, que la baisse des taux annoncée avant la fin de l'année 2023, ça s'éloigne un petit peu sur 2024. On a même une augmentation de la probabilité de double hausse des taux pour la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu le 22 mars prochain. 5%, c'est le minimum de chez minimum qu'on aura ce jour-là. Et sur ce graphique, tu vois les histogrammes de droite, là, un peu en bas, eh ben, ils augmentent progressivement. Et oui, aujourd'hui, l'estimation du marché est à 18% d'une double hausse des taux pour la prochaine réunion de la Fed. Et tout ça, c'est donc favorable à un scénario de vente sur les indices qu'on a d'ailleurs commencé à mettre en place tranquillement tout au long de cette semaine. On va finir la partie économique et après on parle de ça. La Banque Centrale Européenne, au travers de Christine Lagarde, va elle aussi continuer à augmenter son resserrement monétaire au travers d'une hausse des taux d'intérêt. Objectif, freiner la hausse des prix. Selon la présidente, Christine, si tu m'entends, big up, les pressions sur les prix restent fortes et l'inflation sous-jacente est toujours élevée. Ce que je viens de dire en fait, c'est toujours classe avec des mots classe. Revenons aux États-Unis puisque les ventes au détail ont augmenté de 3%, nettement mieux que ce qui était prévu. L'une des plus fortes augmentations mensuelles de ces 20 dernières années. Preuve encore une fois que l'économie américaine est solide. Dans un contexte d'inflation pourtant toujours aussi forte. D'ailleurs, les membres de l'OPEP sont plutôt optimistes en 2023. Ils ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance économique. 2,5% de croissance économique mondiale en 2023 ? Non. Ce sera 2,6%. Là, c'est ce qu'ils estiment. Du coup, plus de consommation de pétrole, plus de demandes. On devrait quand même augmenter de plus de 2,3 millions de barils par jour de demandes en plus, ce qui nous ferait une hausse de 2,3% de la demande de consommation de pétrole. Alors 2% de hausse, 2 millions de barils de plus par jour. Ouais. On en consomme 100 millions de barils par jour de pétrole. Pas 100 000, pas 100, 100 millions. Je sais, on en avait déjà parlé, mais moi ça me fait toujours halluciner.
Et ceci corrobore également avec la hausse du trafic aérien, notamment en Chine. Au mois de janvier, le trafic aérien a augmenté de 35% par rapport à la même période l'année dernière. Le trafic de aéroport de Paris a augmenté de 70%. 23 millions de passagers rien que sur le mois de janvier. Et juste pour l'aéroport de Paris, Paris, c'est ceux qui ont perdu là contre Marseille, contre le Bayern. Je risque de pas me faire des potes là. C'est un constat en même temps, c'est objectif. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois. Berkshire, bon, ils sont moins chauds sur Taiwan Semiconductor Manufacturing, dégagent leur position de 86%. Warren Buffett a aussi cédé beaucoup de participations, surtout dans les banques d'ailleurs, concernant US Bancorp, pas Bancorp, US Bancorp. Bon, il a lâché 90% de ses participations qu'il avait dans US Bancorp, 60% dans Mellon. Bref, il s'allège relativement considérablement sur les banquiers. D'un autre côté, il augmente sa participation dans Apple. 20 millions d'actions Apple supplémentaires. Valeur plus de 3 milliards de dollars. Airbus a publié ses résultats et c'est mieux que prévu, mais ses prévisions sur l'année sont plutôt décevantes. En tout cas, moins importantes que ce qu'on attendait. Mieux que prévu grâce à ses livraisons d'avions commerciaux. D'ailleurs, il y a un deal en cours avec Atos pour un accord technologique de long terme. Et après cette saison des résultats, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait terminée, ça marque quand même une grosse année, en tout cas un gros début d'année, pour les rachats d'actions. Nouveau record l'année dernière, 1200 milliards de dollars de rachats d'actions et ça sera probablement un nouveau record en 2023. Pourquoi ce sera probablement un nouveau record? Parce qu'il y a déjà 175 milliards de dollars de rachats d'actions qui ont été annoncés pour le seul mois de janvier, c'est plus du double à la même période l'an dernier. Quelques exemples, Meta va racheter pour 40 milliards de dollars, Chevron pour 75 milliards de dollars. Putain, ça en fait beaucoup, des milliards quand même. Ils peuvent pas me les envoyer, sinon s'ils ne peuvent pas racheter, non. Juste un, ça se verra même pas, un. Au lieu de dire 75, je dis 75. Petit rappel concernant la saisonnalité de l'indice SP500, même si oui, les performances passées ne présagent pas des performances futures, on est entré historiquement dans les 15 derniers jours du mois de février qui sont plutôt baissiers pour l'indice, en tout cas depuis plus de 50 ans. Mais à contraster et attention quand même avec les unités de temps qu'on utilise, parce qu'à moyen terme, je rappelle qu'au mois de janvier, performance de l'indice SP500 est quand même considérable, plus de 5%, ce qui présage dans une optique de moyen terme d'une année globalement super positive. Bien distinguer donc l'unité de temps dans laquelle on parle, laquelle on travaille, et ça tombe bien puisque c'est parti, c'est tout de suite la partie technique. Après cette forte hausse qu'on a connue depuis le début de l'année, depuis ces 2-3 derniers mois, après des chiffres d'inflation qui sont ni super positifs ni super négatifs, qui n'inquiètent pas, mais qui ne montrent pas non plus que la désinflation a vraiment commencé et est vraiment rapide. Après cette reprise technique qu'on a sur le dollar américain, qui certes, reprise qui n'est que technique pour le moment, mais reprise tout de même, une pause globale est logique, légitime et je dirais même peut-être salutaire pour la suite. Aucune panique? Certes, mais pas non plus de carburant suffisant pour justifier une poursuite de cette ascension fulgurante. Même si quand même, hashtag Cocorico, l'indice CAC 40 a réalisé des nouveaux records historiques. Oui, des niveaux qui n'avaient jamais été atteints encore à plus de 7385 points le CAC. Alors, dans tout ce brouhaha global, j'ai continué finalement à suivre mes plans. Continuer à vendre la borne haute de ce range horaire qu'on avait sur l'indice Dow Jones depuis maintenant plus d'une dizaine de jours. Conserver aussi cet avis plutôt négatif suite à ce chiffre de l'inflation qui était conforme aux attentes, d'autant plus alimenté par ce chiffre de l'indice des prix à la production qui était supérieur à ce qu'on attendait, et continuer dans ce plan tant que le dollar américain reste ferme. Continuer finalement à persévérer tant que le marché ne me prouve pas que j'ai tort. Ne me prouve pas le contraire. Et ça a parfaitement fonctionné avec un indice Dow Jones qui a encore échoué à plusieurs reprises sur la borne haute de ce range. Objectif de la semaine prochaine, qui va continuer encore, de continuer à faire des allers-retours dans ce range-là. Et aussi quand même de conserver une partie des positions vendeuses pour viser des objectifs plus bas, plus ambitieux, si jamais on devait y aller. C'est ce qu'on appelle l'intra-swing. Intra pour intraday, prise de position dans la journée
dans la semaine très rapide. Swing pour des positions sur plusieurs jours qui sont conservées sur un solde de position qu'on essaye de laisser courir sur des objectifs plus ambitieux en daily. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Travailler à la vente un indice faible, donc en l'occurrence l'indice Dow Jones, qui est pile poil et qui échoue systématiquement sur la borne haute de ce range, ce n'est pas viser un effondrement généralisé des indices et des marchés. Nous n'avons d'ailleurs aucun signal dans ce sens pour le moment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention à bien distinguer les unités de temps. Casquette bleue préservée pour le moment en swing, j'ai déjà expliqué pourquoi. Casquette rouge en intraday, si on passe sous des niveaux de polarité. On essaye de travailler, de préparer en amont. D'ailleurs, les fameux 33 900 sur l'indice Dow Jones ou alors les 4100 points sur l'indice SP500. Sur le Nasdaq, 12 200 points, seuil de polarité. Si on passe là en dessous, je travaille à la vente. Pour le moment, on n'est pas passé en dessous. Donc, je ne l'ai pas travaillé à la vente. Alors, est-ce que ça va continuer à baisser? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est de continuer à respecter ce plan tant que le marché ne me prouve pas que j'ai tort, ne me prouve pas le contraire. Continuer à persévérer, même si le résultat n'est pas présent tout de suite. J'ai vu beaucoup de personnes s'impatienter en disant « Ah, ça baisse pas », bah, peut-être privilégier déjà les indices les plus faibles. Le but, c'est pas d'anticiper forcément ce qui va se passer, c'est d'appliquer ce qu'on a préparé en amont. Et cette préparation, qu'elle soit technique, fondamentale, ou un mix entre les deux, ce que j'essaye de vous partager le plus simplement possible. Mais la pire des choses à faire, c'est de faire la girouette non-stop en essayant de deviner. Et être toujours à contre-courant. Quand c'est là-haut, ah ça y est, tout va exploser. Quand c'est en bas, ah ça y est, tout va s'effondrer. Et puis finalement, en fait, toute la semaine, on reste dans des rangs. Et du coup, on se fait lessiver en haut, en bas. On se fait traîner, on perd de l'argent. Alors qu'au final, à la fin de la semaine, si on s'est endormi pendant 5 jours, on est exactement au même point. Ou en tout cas, pas loin. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Alors, cette semaine, point psycho, bon, j'ai pas trop le temps, hein. J'ai beaucoup de patients qui m'attendent. Comment éviter de deviner la suite? Comment ne pas s'impatienter quand ça bouge pas? Quand notre actif de prédilection ne bouge pas? Quand l'actif qu'on a l'habitude de trader ne part pas tout de suite dans notre sens, comment on fait? Oui, je sais, pardon, ça me stresse un petit peu. Alors, tu as 2 minutes. Non, mais j'ai du monde derrière. Eh bien, c'est de faire 3-4 plans dans la semaine sur 3-4 actifs différents. On l'a fait avec le Dow Jones, et quand le Dow Jones arrive sur la borne haute, ok, on a de quoi faire. Mais quand il arrive en bas, qu'on a un léger, qu'est-ce qu'on va faire sur cet indice-là? Est-ce qu'on va essayer de le travailler sur des unités de 5 minutes pour essayer de tourner comme un avion? Non. Je ne fais rien quand il est proche de la borne basse, lorsqu'il n'y a pas de signaux de marché qui va dans mon sens. Et lorsque le timing n'y est pas, lorsque mes zones d'intervention ne sont pas là. Alors on fait quoi? Eh bien plutôt que d'essayer de se prendre la tête là-dessus, d'essayer d'aller voir ailleurs. D'où les 3-4 plans sur 3-4 actifs différents. Donc je regarde du mieux possible qu'est-ce qui se passe ailleurs, des plans qui pourraient se déclencher. Encore une fois, c'est ce pourquoi je fais le carnet de bord sur 17 actifs en début de semaine, même s'il y en a des centaines, des milliers dans le monde, en essayant d'appliquer du mieux possible des plans réalisés justement sur d'autres actifs, ce qui évite l'overtrading sur notre actif de prédilection s'il ne se passe rien là-dessus, surtout si on n'a rien à faire là-dessus. On n'est pas dans la zone, il n'y a pas de signaux, on est en rente, ça bouge pas. Pourquoi essayer de faire de l'overtrading là-dessus? C'est d'ailleurs probablement ce que j'aurais dû faire cette semaine sur les cryptos, même si, bon, tu l'as compris, hein, cette semaine, j'étais pas trop dispo. Eh oui, car pendant ce temps, souviens-toi ce qu'on avait évoqué dimanche dernier, notamment sur les cryptos. On avait un petit flux baissier de fin de semaine. Il fallait prendre un niveau de retracement de 50% de cette bougie impulsive baissière daily. Et que si on repassait au-dessus de 50% de cette bougie impulsive baissière, on invalidait cette petite pression à court terme qui était en cours. Et inversement, lorsqu'on a des bougies impulsives baissières comme on a connu jeudi, vendredi, on prend 50% de retracement de ce flux baissier. Et si on repasse au-dessus, ça veut dire qu'on est en train d'invalider ce flux baissier. Et ça, c'est bon signe pour la suite. Et là, effectivement, on peut commencer à recharger progressivement. Et cette invalidation de flux a donné de belles reprises un peu partout. On a réagi sur des moyennes mobiles à 50 jours partout. Ethereum et Bitcoin ont tenu leur niveau de polarité, les fameux 1400 $ sur l'Ether et 20 000 $ sur le Bitcoin. Et faire cet exercice de prise de recul, c'est même d'ailleurs au-delà d'un exercice, hein, c'est un boulot, faut vraiment le faire, c'est permettre au marché de le laisser respirer. Parce que 10% de baisse après une telle progression qu'on a eu depuis le début de l'année, c'est pas grand-chose comme on l'avait dit. D'ailleurs, c'est même ce qui a eu lieu et ça n'a pas remis en question ces tendances haussières. Donc encore une fois, je réitère cet avis positif de construction qu'on a en tout cas depuis le début de l'année, qu'on n'est pas simplement en mode
euphorie extrême. Certes, c'est que pour le moment un rebond technique dans une tendance moyen terme, une tendance 2022 qui était quand même très compliquée, mais que en daily, oui, force est de constater objectivement et techniquement qu'on est en train de construire palier après palier. Ça, c'est plutôt bien pour la suite, pourvu que ça dure. On a tenu donc, comme je le disais, sur beaucoup de cryptos et notamment la capitalisation totale, les fameuses moyennes mobiles à 50 jours. C'est des bons points de repère pour accompagner une tendance. Et donc, comme je le disais juste avant, se concentrer sur des plans qui se déclenchent, c'est pouvoir saisir des opportunités et ne pas être focus sur justement là où c'est plus compliqué. OKB, j'en parle depuis un moment, elle fait encore des nouveaux records historiques, hallucinants. On en a d'autres comme par exemple Mati qui surperforme à fond et qui continue son ascension. Je sais, il y en a plein d'autres, on va pas toutes les voir. Alors c'est plus facile aujourd'hui, bien entendu, de tenir les positions qu'on a travaillé à l'achat depuis Noël dernier que de payer maintenant tout là-haut parce qu'il peut y avoir des replis assez conséquents. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il y a un repli de 10% que c'est fini. Ça peut arriver. C'est arrivé. D'ailleurs, derrière, on est remonté direct. Donc, j'ai pas fait grand chose cette semaine, pour être tout à fait honnête, si ce n'est de tenir les lignes existantes. Mais preuve que si on se focalise sur un plan qui fonctionne et qui est en train de se déclencher, ça évite parfois de rester focalisé sur un plan sur lequel le marché ne nous donne pas raison ou sur un actif sur lequel ça ne bouge pas. Semaine prochaine, nous attendrons la deuxième estimation du PIB aux États-Unis. Ça sera en fin de semaine, suivi pour terminer la semaine le vendredi du PCE, Personal Consumption Expenditure, c'est l'inflation mieux pondérée. Un indicateur encore un peu plus poussé que le CPI qu'on a eu justement cette semaine. Je reste globalement toujours dans cette accalmie générale sur les actifs risqués. Acheter en swing maintenant, c'est trop tendu. Ce sera plutôt 4-5% plus bas sur des gros niveaux que j'ai déjà travaillé. Je vous en ai déjà partagé quelques-uns. En voici à nouveau quelques-uns. Parce qu'aujourd'hui, on n'a finalement pas trop de catalyseurs. En prenant conscience tout à fait objectivement qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de forts signaux baissiers daily. Que les cryptos sont toujours très résilientes malgré cette belle progression qu'on a eue depuis le début de l'année. Et qu'il faut toujours prendre du recul sur des unités de temps daily pour se mettre des vrais niveaux d'invalidation. Qui évite encore une fois de paniquer quand on perd 10%. Et on peut dire qu'au final, l'optimisme est toujours loin devant. Oui, j'ai oublié, si on travaille en intraday, j'ai toujours mes zones de polarité, notamment sur le dos, par exemple 33 009, sens prioritaire baissier tant qu'on est en dessous. 4100 sur l'indice SP500, si on monte là au-dessus, je réduis la voilure. Je terminerai en disant ne soyez pas impatients si vous ne voyez pas le résultat immédiatement. La persévérance apporte le succès, mais il faut avoir le courage de persévérer. Merci pour vos énormes pouces de persévérance vers le haut. Je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao. Un pouce vers le haut, ciao, c'est pas mal ça comme rime. Toujours finir un dimanche en winner.